Donc on va voir les formes différentielles d'état W et les différentiels total et exact d'une fonction f, c'est-à-dire df. Alors voilà, soit une fonction à trois variables x, y, z, donc c'est une fonction 3D, et de classe infinie. Ça veut dire qu'il est infiniment dérivable. Une forme différentielle d'état W telle que d'état W est égal à P de x, y, z dx plus Q x, y, z dy plus R x, y, z dz. Les conditions nécessaires pour que la forme différentielle delta W soit une différentielle totale exacte de f et que lorsque on compare la différentielle de f, elle doit être égale à la forme différentielle delta W. Et ceci implique que la fonction p de x, y, z est égale à la dérivée partielle de f par rapport à x et que la fonction q de x, y, z est égale à la dérivée partielle de f par rapport à y et finalement r de x, y, z est égal à la dérivée partielle de f par rapport à z. Les conditions imposées à P, Q et R, qui sont toutes les trois fonctions de x, y, z, puisque df est une différentielle totale exacte, et que les dérivées croisées d'ordre 2 de f soient égales. Donc ceci revient à calculer la dérivée de p par rapport à y, qui est la dérivée croisée de f par rapport à x, ensuite par rapport à y. La dérivée de r par rapport à x, c'est la dérivée croisée de f par rapport à z, ensuite par rapport à x. Et la dérivée de q par rapport à z, c'est la dérivée croisée de f par rapport à y, ensuite par rapport à z. Et de calculer aussi la dérivée de q par rapport à x, qui est la dérivée croisée de f par rapport à y, ensuite par rapport à x. Et la dérivée de p par rapport à z, qui est la dérivée croisée de f par rapport à x, ensuite par rapport à z. Et la dérivée de r par rapport à y égale à la dérivée croisée de f par rapport à z, ensuite par rapport à y. Alors, ces dérivées croisées doivent satisfaire l'égalité que nous avons, les trois égalités que nous avons dans le cadre. Ils sont cadrés. Donc, ces égalités constituent ce qu'on appelle le théorème de Schwarz. Donc, il faut que la dérivée de p par rapport à y soit égale à la dérivée de q par rapport à x et la dérivée de r par rapport à x soit égale à la dérivée de p par rapport à z et finalement la dérivée de q par rapport à z soit égale à la dérivée de r par rapport à y. Donc une fois que ces égalités-là sont vérifiées, alors la forme différentielle d'état W est égale à la différentielle de la fonction f, donc df,
Et df, c'est une différentielle totale et exacte. Donc, la forme différentielle, delta W, devient aussi une forme différentielle totale et exacte. Donc, tout ce qu'on a dit ici, c'est résumé dans la deuxième partie de cette diapo, entouré dans un cadre coloré en bleu. Maintenant, on va passer à un exemple. Prenons une forme différentielle, delta W de la forme yz dx plus xz dy plus xy dz. Et on va identifier les fonctions p, q, r. Donc p est égal à yz, et q est égal à xz, et r est égal à x, y. Pour montrer que la forme différentielle d'état W est une différentielle totale exacte, il faut calculer et vérifier les trois égalités dont on avait parlé avant. Ça veut dire calculer la dérivée de P par rapport à Y et calculer la dérivée de Q par rapport à X et les comparer. Ces sont égales. Donc, la première condition est vérifiée. Calculer la dérivée partielle de Q par rapport à Z et calculer la dérivée partielle de R par rapport à Y et les comparer. Donc, ils sont égales. Ce qui veut dire que la troisième ligne est vérifiée. Maintenant, on va regarder la troisième ligne. Donc, on dérive R par rapport à X égale à Y. Et on dérive P par rapport à Z, c'est égal à Y. Donc, la troisième ligne est aussi vérifiée. Donc, les trois conditions sont vérifiées. Donc, le théorème de Schwarz est accompli. Donc, la différentielle W est égale à la différentielle de F. Donc, comme df est une différentielle totale exacte, donc la forme différentielle de W aussi est une différentielle totale et exacte. Donc, on va continuer ici. On avait dit que delta W est une différentielle totale et exacte. Ça veut dire qu'il est égal à la différentielle d'une fonction f que nous devons chercher et déterminer. Et la différentielle de f, puisque f dépend de x, y, z, c'est égal à la dérivée partielle de f par rapport à x dx, plus la dérivée partielle de f par rapport à y dy, plus la dérivée partielle de f par rapport à z dz. Donc dire que la différentielle de w est égale à df est équivalent à dire que la différentielle de f par rapport à x est égale à yz et la différentielle de f par rapport à y est égale à xz et la différentielle de f par rapport à z est égale à xy. Donc on va chercher à déterminer la fonction f, puisque la forme différenciée est une différentielle totale exacte, alors la fonction f existe et peut être obtenue par intégration. Donc premièrement, on va commencer par la dérivée partielle de f par rapport à x est égale à yz, et on va l'intégrer par rapport à x et on trouve f de x, y, z est égal à x, y, z plus une constante qui est fonction ou qui peut être fonction de y et de z, mais ne dépend pas de x, puisque la dérivée de cette constante de yz par rapport à x est égale à 0. On va reporter la fonction que l'on vient de trouver
Ça veut dire f de x, y, z est égal à x, y, z plus constante de y, z. On va la reporter dans la dérivée partielle de f par rapport à y, qui elle est égale à zx. Et on obtient que la dérivée de la constante par rapport à y est égale à 0. Ce qui veut dire non plus que la constante ne dépend pas de y, mais peut encore dépendre de z. Donc la forme de f de x, y, z devient x, y, z plus une constante qui peut être fonction de z. On va reporter f trouvé dans la dérivée partielle de f par rapport à z, qui est égale à xy, et on obtient que la dérivée de la constante par rapport à z est égale à 0, ce qui veut dire que f ne dépend pas non plus de z. Donc ça veut dire que la constante est une constante numérique. Il existe alors une infinité de fonctions f qui vérifient la différentielle de f. Et f de x, y, z, c est égal à x, y, z plus une constante numérique. Donc, on peut obtenir une infinité de fonctions f comme on a de constantes c. Vérification de la différentielle de f. Donc, la différentielle de f, par définition, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x dx plus la dérivée partielle de f par rapport à y dy plus la dérivée partielle de f par rapport à z dz, et c'est égal à y z dx plus x z dy plus xy dz lorsqu'on aura calculé les trois dérivées partielles de f par rapport aux trois variables x, y, z. Ici, on prend l'exemple numéro 2 pour montrer que la forme différentielle delta W n'est pas une différentielle totale et exacte. Alors, on se donne comme exemple pour la forme différentielle delta W la forme x dx plus x dy. Et on veut voir, donc la question qui se pose, est-ce que la forme différentielle delta W est une différentielle totale exacte? Donc, on prend la définition qu'on avait introduite dans les diapos d'avant. Donc, la forme différentielle est égale à p dx plus q dy. Ici, on ignore r, puisqu'ici, on n'a que xy, donc on travaille à deux dimensions. Donc, p de xy est égal à x, et la fonction q de xy est égale à x. On va voir si on peut vérifier le théorème de Schwarz. Est-ce que le théorème de Schwarz est vérifiable? Donc, on va dériver p par rapport à y, ça nous donne 0. Et on va dériver la fonction q par rapport à x, ça nous donne 1. Donc ceci implique que les deux dérivées partielles sont différentes. Ce qui veut dire que la différentielle ou la forme différentielle delta W est différente de la différentielle de f. Donc, W ou delta W n'est pas une différentielle totale exacte. Donc c'est une forme différentielle non exacte. Alors en thermodynamique, on a quelques fonctions qu'on appelle
des fonctions d'état et que leurs différentiels sont des différentiels totaux et exacts. Par exemple, l'énergie interne U, sa différentielle D de U est une différentielle totale exacte. L'enthalpie H, sa différentielle D de H est aussi une différentielle totale exacte. Et l'entropie S, sa différentielle ds est aussi une différentielle totale exacte. Maintenant, on va passer à l'intégration d'une forme différentielle. On va voir l'intégration des formes différentielles. Alors, si la forme différentielle delta W est une différentielle totale exacte, alors la forme différentielle delta W est égale à la différentielle de f. df est une fonction, est une forme intégrable. Donc df est intégrable et son intégrale ne dépend pas du chemin suivi. Si on passe d'un état A caractérisé par les coordonnées xa, ya, comme on voit sur la figure, vers un état B caractérisé par les coordonnées x, b, y, xy, ça peut être de la pression, peut être le volume, ou la température. Et c'est pareil pour y. Donc, vous allez voir après que ces coordonnées vont prendre les formes de pression, de volume ou bien de température. Donc, l'intégrale de la différentielle df pour aller de A à B, ça veut dire de l'état initial A à l'état final B, ne dépend pas du chemin suivi. Ça veut dire sur tous les chemins, on aura toujours la même variation de la fonction f. Donc f est une fonction d'état. En effet, l'intégrale i qui est égale à la variation de f entre a et b, c'est égal à f de b moins f de a, lorsqu'on intègre la différentielle df entre a et b. Ce qui veut dire que l'intégrale sur le chemin 1, I1, et l'intégrale sur le chemin 2, I2, et l'intégrale sur le chemin 3, I3, sont tous identiques. Donc, c'est égal à une seule intégration qui est I. Exemple de fonction d'état en thermodynamique, comme on avait dit, l'énergie interne, l'enthalpie H et l'entropie S. Donc leur variation, delta U, delta H et delta S ne dépendent pas du chemin suivi ou de la transformation qui a suivi le système thermodynamique. La seule chose qui importe, c'est l'état de départ, les conditions de l'état de départ et les conditions qui caractérisent l'état
d'arrivée. Ça veut dire B. L'état de départ, ici, c'est A. Maintenant, si la forme différentielle delta W est une forme différentielle non exacte, ça veut dire que delta W est différent de df. Alors dans ce cas, l'intégrale de la forme différentielle va dépendre du chemin suivi entre les états A et B. En effet, donc, pour l'intégrale de delta W entre A et B, pour chaque chemin, on aura une valeur différente. Donc c'est pour ça que le I est indice N, ça veut dire N indique le chemin. C'est le chemin 1 ou 2 ou 3. Donc W est changé durant les chemins entre A et B, c'est écrit W N pour le chemin entre les points A et B. Donc ici, on a 3 chemins différents et on aura 3 intégrales différentes. I1, I2, I3 sont différents. En thermodynamique, concrètement, ces fonctions ne sont pas des fonctions d'état. Alors l'exemple ou les exemples qu'on va voir, c'est les variations élémentaires de la chaleur, delta Q, et du travail, W delta W. Alors ces deux différentiels ne sont pas exacts. Alors leur intégration dépend du chemin suivi. Par contre, tout à l'heure, comme on avait vu l'énergie interne et l'enthalpie et l'entropie, leur variation, leur intégration entre deux états A et B ne dépendent pas des chemins suivis et ne dépendent que de l'état de départ et de l'état d'arrivée. Ça veut dire A et B. Maintenant, on va voir les intégrales de ces différentiels sur des chemins fermés. Ça veut dire sur des cycles. Lorsqu'on a l'état initial égal à l'état final. Donc on va commencer par la forme différentielle d'état W. Lorsqu'on va l'intégrer sur un cycle comme on avait dit, l'état initial égal à l'état final, ça veut dire le point de départ, c'est aussi le point d'arrivée. Cette intégrale est différente de 0. Parce que W n'est pas une fonction d'état et la variation de W n'est pas une différentielle totale exacte. Ainsi, en thermodynamique, on a deux cas. C'est la variation du travail sur un cycle, elle n'est jamais nulle, et la variation de la chaleur Q sur un cycle n'est jamais nulle. Par contre, en opposition
aux formes différentielles non exactes, on a les différentiels totales exacts. Par exemple, f est une fonction d'état, donc sa différentielle df est une différentielle totale et exacte. Si on l'intègre sur un cycle ou un circuit fermé, sa variation d'état f est égale à 0 parce que la variation des fonctions d'état ne dépend pas du chemin suivi et dépend uniquement du point de départ et du point d'arrivée, et puisque sur un cycle, le point de départ et le point d'arrivée sont identiques. Ainsi, en thermodynamique, on peut penser à la variation de l'énergie interne sur un cycle delta U, c'est toujours égal à 0. Et la variation de l'enthalpie sur un cycle, delta H, c'est toujours égal à 0. Et la variation d'entropie sur un cycle, delta S, est toujours égale à 0. Donc U et H, on va les voir dans le premier principe, et la fonction S, ça veut dire l'entropie, on va la voir dans le deuxième principe de la thermodynamique. Ici, on va parler des fonctions implicites et des fonctions explicites. Premièrement, fonction explicite. Une fonction est explicite quand on peut exprimer ces variables en fonction des autres variables restantes. Prenons un exemple ici. F de xy égale à y carré moins x égale à 0. Donc x, on peut l'exprimer en fonction de y au carré. Y, on peut l'exprimer ou bien en fonction de plus racine de x, ou bien en fonction de moins racine de x. Donc la fonction f de xy égale à 0 est une fonction explicite. Par contre, les fonctions implicites, on dit une fonction est implicite quand on ne peut pas exprimer au moins une variable des variables de la fonction en fonction des autres restantes. On donne ici l'exemple de f de xy égale à x moins ry sur y moins b exponentielle de a sur ryx égale à 0. La fonction xy égale 0 est une fonction implicite car il est impossible d'expliciter x en fonction de y ou y en fonction de x. En thermodynamique, les variables d'état x, y, z sont liées par des relations appelées fonctions d'état. F de x, y, z égale à 0. Et dépendent les unes des autres. La variable x dépend de y et z. La variable y dépend de x et z. Et la variable z dépend de x, y. Toujours, ces variables dépendent les unes des autres. Par contre, il y a deux cas. Il y a le cas dans lequel
si la fonction f de x, y, z égale 0 est telle qu'il est impossible d'expliciter les trois variables tel qu'il est possible d'expliciter les trois variables de f en fonction des deux autres restantes. F est donc une fonction explicite parce que on peut exprimer x en fonction de y et z avec une expression mathématique. Y en fonction de x et z avec une expression mathématique. Et z en fonction de x et y avec une expression mathématique. Dans ce cas-là, les trois variables sont explicitement exprimées en fonction des deux autres restants. Dans le cas de x, on l'explicite en fonction de y et z. Cas de y, on l'explicite en fonction de x et z. Et le cas de z, on l'explicite en fonction de x et y. On donne un exemple, le meilleur exemple en thermodynamique d'une fonction explicite, c'est l'équation d'état d'un gaz parfait. La fonction d'état des gaz parfaits, elle est de la forme f de PVT. P est la pression, V est le volume, T est la température. C'est égal à PV moins nRT égale à 0. Dans ce cas-là, on peut facilement exprimer V en fonction de T et P. Donc c'est égal à nRT sur P. Et facilement exprimer P en fonction de T et de V. P est égal à nRT sur V. Et exprimer aussi T en fonction de P et V. Donc T est égal à P fois V sur nRT. Donc les trois variables sont exprimées explicitement en fonction des deux autres restantes. Dans ce cas-là, la fonction d'état d'un gaz parfait est une fonction explicite. Par contre, si la fonction f de x, y, z égale 0 est telle qu'il est impossible d'expliciter au moins une seule variable de f en fonction des deux autres restantes, la fonction dans ce cas-là est implicite. Un bon exemple, c'est l'équation d'état d'un gaz non parfait. Dans la fonction d'état, c'est f de PVT égale AP plus AP carré plus B, P au cube entre parenthèses, facteur de V moins B plus C sur V moins RT égale à 0. Donc, les constantes ici, B et C et B, peuvent être exprimées en fonction des conditions limites de pression, et de température et de volume. Dans ce cas-là, on peut expliciter facilement la température en fonction de la pression et du volume. Par contre, on ne peut pas expliciter la pression en fonction du volume et de la température, ou bien le volume en fonction de la pression et la température. Donc, la température est définie explicitement
mais la pression et le volume sont définis implicitement par l'équation d'état d'un gaz non parfait. F de P, V et T égale à 0. Dans ce cas, la fonction f est donc une fonction implicite. Alors là, on va voir le paragraphe I5.1, fonction implicite. Donc une fonction de 3 variables, x, y, z, est une fonction d'état à 3 variables est implicite, c'est au moins une des variables ou une de ces 3 variables ne s'exprime pas explicitement en fonction des 2 autres restantes. Cependant, les variables dépendent toujours les unes des autres. X est une fonction de YZ, Y dépend de XZ et Z dépend de XY, notamment par leurs dérivées, les unes par rapport aux autres. C'est ce qu'on va voir ci-dessous. Donc, en calculant les différentiels de ces variables, puisque x dépend de yz, dans la différentielle de x s'écrit la dérivée partielle de x par rapport à y à z constante dy plus la dérivée partielle de x par rapport à z à y constante dz. Et ça constitue l'équation qu'on va appeler 1, ou bien l'expression 1. De la même manière, on va calculer la différentielle de la variable y, dy est égale à la dérivée partielle de y par rapport à x, à z constante dx, plus la dérivée partielle de y par rapport à z, à x constante dz. Et ça, c'est l'expression numéro 2. Finalement, on calcule la dérivée ou la différentielle de z, c'est égal à la dérivée partielle de z par rapport à x en maintenant y constante dx plus la dérivée partielle de z par rapport à y en maintenant x fixe dy. Et ça, c'est notre expression numéro 3. En plus de ce qu'on sait déjà que la fonction d'état f de xy égale à z, donc sa différentielle, qui par définition est égale à la dérivée de f par rapport à x dx plus la dérivée de f par rapport à y dy plus la dérivée de f par rapport à z dz égale à 0. Et ça constitue notre expression numéro 4. Alors là, on enchaîne et on va commencer par la première méthode de la mise en relation de ces variables et de leurs dérivées partielles en partant de l'expression numéro 4 de tout à l'heure. On va exprimer les différentiels de dx, dy, dz. Une fois exprimés,
On va les comparer aux expressions obtenues pour dx, dy et dz dans les expressions 1, 2 et 3 ci-dessus. Ainsi, on va établir des relations entre les dérivées de ces variables. Alors, à partir de l'expression numéro 4, on va exprimer dz. Donc, vous voyez, c'est égal à moins d rang f sur d rang x sur d rang f sur dz dx moins d rang f sur d rang y sur d rang f sur d rang z dy. Donc, ça veut dire on a divisé par d rang f sur d rang z. Et après, bon, on va la comparer avec l'expression 3 de dz. Ça veut dire d rang z sur d rang x à y constant dx plus d rang z sur d rang y dx dy. On fait la même chose pour dy à partir de l'expression 4. On va tirer l'expression de dy. Ça veut dire on va diviser par d rang f sur d rang y et on va comparer cette relation qu'on vient de trouver pour dy avec l'expression numéro 2. Ça veut dire d rang y sur d rang x à z constant dx plus d rang y sur d rang z à x constant dz. La même chose pour la différentielle de x. On va la tirer de l'expression 4. Ça veut dire on va faire passer de l'autre côté de l'égalité les termes différentiel de f sur différentiel de y dy plus différentiel de f sur d rang z dz de l'autre côté. On va la diviser par d rang f sur d rang x. Une fois qu'on a fait ça, on va la comparer avec l'expression numéro 1. Ça veut dire d rang x sur d rang y à z constant dy plus d rang x sur d rang z à y constant dz. Donc, on va exprimer d rang z sur d rang x à y constante en fonction de d rang f sur d rang x moins d rang f sur d rang z. Donc voilà, on a tiré l'expression de d rang z sur d rang x. Et ça, c'est la même chose que si on élève à moins 1 l'inverse de la première relation. Ça veut dire moins d rang f sur d rang z sur d rang f sur d rang x. Or, cette expression d rang f sur d rang z et sur d rang f sur d rang x, en regardant l'expression de dx, on trouve que c'est égal à d rang x sur d rang z à y constant avec le signe moins. Donc, on introduit ça
dans l'expression à l'exponentielle moins 1, on trouve que c'est 1 sur d rang x, d rang z, à y constant. Donc on vient d'établir cette égalité entre les deux dérivées partielles en rouge. La même chose, on va le faire avec la dérivée partielle de y par rapport à x et z constant. Donc, on lui affecte l'expression par comparaison. Donc, ça nous donne moins d rang f sur d rang x et d rang f sur d rang y. On inverse ça à la puissance moins 1, parce que mathématiquement, on a le droit, et on regarde dans l'expression de dx, la troisième relation, à gauche, et on trouve en bleu que c'est égal à 1 sur d rang x sur d rang y à z constant. Voilà, en bleu, on vient d'établir la deuxième relation. De la même façon, on va faire la même chose pour d rang z sur d rang x à x constant, et on va établir que c'est égal à 1 sur d rang y sur d rang z à x constant. Maintenant, on va effectuer la multiplication des trois dérivées partielles dans x sur d rang y à z constant. Donc ici, d rang y, elle est au dénominateur. Donc on va le passer au dénominateur, au numérateur de d rang y sur d rang z à x constant et le d rang z sur d rang x à y constant. Et on va effectuer la multiplication entre les trois. Donc pour ce faire, on va tirer leurs expressions des relations de dz, dy et dx lorsqu'on les a exprimées en fonction des dérivées partielles de f par rapport à x, y, z. Et on trouve la relation qui est devant nous. Pour la première, c'est moins d rang f sur d rang y, et tout ça sur d rang f sur d rang x, qui multiplie moins la dérivée partielle de f par rapport à z sur la dérivée partielle de f par rapport à y, qui multiplie moins la dérivée partielle de f par rapport à x sur la dérivée partielle de f par rapport à z. Et on va simplifier d rang f sur d rang y par d rang f sur d rang y du deuxième terme, et d rang f sur d rang z du deuxième terme par d rang f sur d rang z du troisième terme, et d rang f sur d rang x par le d rang f sur d rang x du premier terme. Et on trouve que c'est égal à moins 1. Donc on vient d'établir la troisième relation entre ces variables d'une fonction d'état f de x, y, z égale à 0. C'est d rang x sur d rang y dz fois d rang y sur d rang z à x constant fois d rang z sur d rang x à y constant, c'est égal à moins 1.
La deuxième méthode, c'est encore plus facile que la première parce que ça consiste à prendre les trois différentiels des trois variables x, y, z, ça veut dire les expressions 1, 2 et 3, et de remplacer une des expressions dans l'autre. Alors, ici, par exemple, on a remplacé l'expression 1 dans l'expression 3. Ça veut dire, on a pris dx de l'expression 1 et on l'a introduit dans l'expression de dz en remplaçant dx. Et on obtient dz est égal à d rang z sur d rang x à y constant que facteur d rang x sur d rang y z constant dy plus d rang x sur d rang z à y constant dz plus d rang z sur d rang y à x constant dy. Alors, on va réorganiser cette expression de telle manière de mettre les dy ensemble et les dz seuls. Donc, on va aboutir à l'expression d rang z sur d rang x à y constant multiplié par d rang x sur d rang y à z constant plus d rang z sur d rang y à x constant. dy plus d rang z sur d rang x à y constant fois d rang x sur d rang z à y constant dz. Et ça doit être égal à dz. Alors pour que ça soit égal à dz, cette expression du deuxième membre de l'égalité, il faut que le premier terme soit égal à 0 et que le deuxième soit égal à 1 fois dz. Alors, par identification, on va tirer l'équation 5. Alors, comme je viens de dire là-haut, par identification terme à terme, les deux membres de l'expression précédente, on a la première est égale à 1 et la deuxième égale à 0. Donc, une, c'est l'expression 5 et l'autre, c'est l'expression 6. Donc, à partir de l'expression 5, on obtient que d rang z sur d rang x à y constant est égal à 1 sur d rang x d rang z à y constant. Et on démontre que par une simple rotation des variables x, y, z, on va obtenir les autres. Alors, en prenant la relation, dans le terme de gauche, la relation va se faire dans le sens horaire. Donc, x monte, c'est d rang x, y remplace x, c'est d rang y, et z va prendre la place de y. De telle façon, on obtient d rang x sur d rang y à z constant. Par contre, dans le terme de droite, la rotation des variables va se faire dans le sens contraire. Ce qu'on appelle
le sens trigonométrique ou le sens gauche. Donc, x va prendre la place de z, y va prendre la place de x. Donc, on a d rang y sur d rang x, et z va prendre la place de y, donc à cette constante. De la même manière, on va obtenir d rang z sur d rang y à x constant est égal à d rang y sur dz à x constant. Ce que je veux dire ici, que lorsque on fait tourner les variables dans le terme de gauche dans le sens horaire, les variables dans le terme de droite va tourner dans le sens trigonométrique. Si maintenant je fais tourner les variables dans le terme de gauche dans le sens trigonométrique, ça veut dire y va prendre la place de z, et z la place de x, et x la place de y, à ce moment-là, dans le terme de droite, les variables vont tourner dans le sens horaire. Ça veut dire x va prendre la place de y va prendre la place de z, et z la place de x. Maintenant, on s'intéresse à l'expression 6. Donc, on prend l'expression 6 et on fait passer le deuxième terme à droite de l'égalité. Ça veut dire d rang z sur d rang y à x constante. Donc, il sera affecté d'un signe moins. Et en appliquant la règle qu'on vient d'établir tout à l'heure entre les dérivées partielles des variables z, y, x, donc d rang z sur d rang y à x constant, c'est égal à 1 sur d rang y sur d rang z à x constant. Maintenant, on fait multiplier le dénominateur d rang y sur d rang z à x constant avec le produit des deux dérivées partielles qui sont restées à gauche. Et on établit enfin la relation entre les trois dérivées partielles d rang z sur d rang x à y constant qui multiplie d rang x sur d rang x à z constant qu'on multiplie d rang y sur d rang z à x constant est égal à moins 1. Alors, si maintenant on remplace ces variables x, y, z par les variables d'état de la thermodynamique, ça veut dire la pression, le volume et la température, ben on va identifier l'identité de Ricci pour un gaz quelconque, parfait au réel. Donc on remplace Z par P, et X par T et Y par le volume. On obtient d rang P sur d rang T à volume constant fois d rang T sur d rang V à pression constante fois d rang V sur d rang P à température constante est égal à moins 1. Donc voilà, on a établi les deux relations
importante entre les variables d'état en thermodynamique et qu'on va appliquer. Alors on va prendre l'exemple d'un fluide dont l'équation d'état est définie par f de P de V et de T est égal à 0. Alors, pour cette équation d'état, on définit les coefficients thermoélastiques qui sont en nombre de 3, le coefficient de dilatation isobar. Isobar, ça veut dire à pression constante. C'est alpha est égal à 1 sur V dérond V sur dérond T à pression constante. Le coefficient de variation de pression isocore. Isocore signifie que V est constante, donc que volume est constant. Ce coefficient est nommé bêta, est égal à 1 sur P, dérond P sur dérond T à volume constant. Et le troisième coefficient thermoélastique, c'est le coefficient de compressibilité isotherme. Isotherme, ça veut dire la température est maintenue constante. Donc c'est qui T est égal à moins 1 sur V, dérond V, sur dérond P à T constante. Alors, imaginons que f est une fonction implicite, ce qui est presque toujours le cas, parce que bon, en général, toujours il y a une variable qu'on ne peut pas exprimer en fonction des autres. Donc on est dans le cas implicite. On va utiliser la relation de Ritz de tout à l'heure entre les variables d'état. Donc ici, on peut utiliser ces deux relations. Donc si je commence par dérond V sur dérond T à pression constante fois dérond T sur dérond P à volume constant fois dérond P sur dérond V à T constante égale à moins 1, comme je peux utiliser dérond V sur dérond P à T constante, dérond P sur dérond T à volume constant et dérond T sur dérond V à P constante égale à moins 1. Donc je vais identifier, dans la première dérond V sur dérond T à prix constant, c'est égal à alpha fois le volume. Le dérond T sur dérond P, je l'identifie à partir de bêta. Donc c'est égal à 1 sur bêta fois la pression. Et le dérond P sur dérond V à température constante, je vais l'extraire à partir du coefficient de compressibilité isotherme. C'est égal à moins 1 sur T fois V. Et cela est égal à moins 1. Ou bien j'utilise l'autre relation, dérond V sur dérond P à température constante fois dérond P sur dérond T à volume constant et dérond T sur dérond V à pression constante égale à moins 1. Et je vais identifier ce terme à partir des coefficients thermoélastiques. Donc, le premier c'est égal à moins V qui T. Le deuxième dérond P sur dérond T c'est bêta P. Et le dérond T sur dérond V c'est 1 sur alpha V et cela égale à moins 1. Donc après simplification sur les deux expressions, on va arriver alpha égale à la pression fois bêta fois qui T. Cette relation est valable quel que soit le fluide,
Ça veut dire quel que soit aussi le gaz, qui peut être parfait ou non parfait, cette relation est toujours vraie. Alpha, le coefficient de dilatation isobare, est égal à la pression qui multiplie le coefficient de variation de pression isocore qui multiplie le coefficient de compressibilité isotherme. Maintenant, on va l'appliquer à un particulier. Si l'on connaît l'expression de deux de ces coefficients, elle est souvent possible de retrouver l'équation d'état. Par exemple, si alpha est égal à 1 sur T et qui T est égal à 1 sur P, ça c'est le cas du gaz parfait. Alpha est égal à 1 sur T et qui est égal à 1 sur P, c'est valable uniquement pour le gaz parfait. Donc, ça veut dire on va pouvoir trouver l'équation d'état du gaz parfait. Donc, je prends la relation alpha égale à P fois bêta fois qui T. Donc, je vais chercher le terme bêta, puisque les autres sont tous connus. Donc, bêta est égal à alpha sur P qui T. Je remplace alpha par 1 sur T et qui T par 1 sur P. Et j'introduis dans l'expression et je trouve bêta est égal à 1 sur T égal à alpha. Dans le cas du gaz parfait, on a toujours alpha est égal à bêta. Et c'est égal à 1 sur T. Le coefficient de dilatation isobare et le coefficient de variation de pression isocore sont toujours identiques pour le gaz parfait et valent tous les deux 1 sur T. Donc on va essayer de trouver l'équation d'état du gaz dont alpha est égal à bêta est égal à 1 sur T et qui de T est égal à 1 sur P. Donc on va commencer par alpha, le coefficient de dilatation isobare. C'est égal à 1 sur T et par la définition, c'est 1 sur V d rond V sur d rond T à pression constante. Donc on va essayer de séparer les variables. Donc d rond V sur d rond T est égal à V sur T et implique aussi que c'est égal à dV sur V égale à dt sur T. Donc on a séparé les variables, le volume et la température, et on va intégrer. Ça va nous donner le logarithme népérien de V égale le logarithme népérien de T plus le logarithme d'une fonction qui ne peut dépendre que de la pression puisque c'est la variable qui est considérée constante. Donc finalement, on regroupe en utilisant les propriétés du logarithme et on obtient la relation 7. Ça veut dire le volume est égal à T fois le phi de P. Maintenant, on va chercher à identifier la fonction phi de P. Pour cela, on va utiliser le coefficient de compressibilité isotherme, qui de T, qui est égal à moins 1 sur V, d rond V sur d rond P à T constante. Donc on a vu tout à l'heure que pour le gaz parfait, on avait trouvé que T est égal à 1 sur P. Donc, on prend 1 sur P et on va introduire dans l'équation
V de t de phi de p. Donc ça devient moins t, puisqu'il sort de la dérivation, sur V d rang phi sur d rang p. Et cela implique que d rang phi sur d rang p est égal à moins V sur pt. Or, V est égal à t fois la fonction phi de p. Donc je remplace le volume et j'obtiens c'est égal à moins phi de p sur p. Donc j'ai des termes en phi de p et la variable p. Donc je sépare et j'obtiens d de phi sur phi égale à moins d de p sur p et j'intègre. Donc logarithme de phi de p est égal à moins logarithme de p plus logarithme d'une constante. Et en utilisant les propriétés du logarithme, on trouve que phi de p est égal à k sur p. C'est l'équation numéro 8. Donc on va combiner maintenant les relations 7 et 8. On obtient k sur p est égal à v sur t. On vient d'établir une relation entre les trois variables p, v, t. Alors ça, c'est ce qui constitue l'équation, la fonction d'état f de p, v, t égale à 0. Donc, c'est équivalent à écrire v est égal à k, t sur p, ou bien à pv moins kt, et pv est égal à nRT. K, c'est la constante, donc en général, c'est égal au nombre de moles fois la constante des gaz parfaits R. Donc on vient de trouver l'équation d'état du gaz parfait qui met en relation les trois variables d'état, pression, volume et température. Ça va être toujours pour le gaz parfait PV égale à nRT comme équation d'état. R, comme on a dit, c'est la constante des gaz parfaits, c'est égal à 8,314 mètres cubes Pascal mol moins 1 Kelvin moins 1. Donc, on ne va pas démontrer comment elle a été obtenue R, mais on peut dire que R vient de NA fois KB avec NA le nombre d'Avogadro est égal à peu près à 6,02 10 puissance 23 mol moins 1 et KB la constante de Boltzmann qui est égale à peu près à 1,38 10 puissance moins 23 joules Kelvin moins 1. Donc l'équation d'état des gaz parfaits, c'est la fonction FPVT égale à PV moins nRT égale à 0. Donc dans le paragraphe I5.2, on va parler un petit peu de la variance et du système bivariant. Système bivariant, c'est un système qui peut être caractérisé uniquement par deux variables intensives. Ça veut dire deux variables d'intensité. Bon, la variance, c'est toujours noté par petit v. Donc la variance v est le nombre de variables intensives.
Les variables intensives sont la pression, la température, ρ, la masse volumique, C, la concentration, PI, la pression partielle, etc. Donc, et le nombre de variables intensives et indépendantes qui peuvent caractériser un état d'équilibre d'un système thermodynamique. Ça, c'est la définition de la variance. La variance est le nombre de variables intensives et indépendantes qui peuvent caractériser un état d'équilibre d'un système thermodynamique. Ou bien, c'est le nombre maximum de paramètres qui peuvent être fixés librement sans rompre l'équilibre thermodynamique. C'est grâce à ces variables qu'on peut déterminer les autres variables du système. Donc c'est grâce à ces variables indépendantes qu'on pourra déterminer les autres variables. Et l'expression de la variance s'écrit C plus 2 moins phi. Dans notre cas, donc, on ne va pas approfondir cette expression. Pour ce qui nous importe, c'est largement suffisant. Alors, C désigne le nombre de constituants du système qu'on va étudier et phi le nombre de phases. Le nombre de phases, comme tout le monde sait, qu'il y a 3 phases importantes, la phase gazeuse, la phase liquide et la phase solide. Le nombre de constituants, ça veut dire le nombre d'éléments qui forment le système qui sont différents l'un de l'autre. Si la variance V est égale à 2, on dit que le système est bivariant. Ça veut dire que le système ne dépend que de 2 variables. Un système a 2 variables indépendantes. À noter que le volume V est une variable extensive, pas une variable intensive. La différence entre les variables intensives et extensives, si je prends par exemple 2 systèmes thermodynamiques qui sont tous les deux à la même température et je vais les mettre en contact, ensemble, je n'aurai pas 2 températures, mais j'aurai toujours une seule température. Donc c'est une variable d'intensité. Par contre, si je prends 2 volumes et je les mets ensemble, je n'aurai pas un seul volume. J'aurai 2 fois le volume qu'avant. Par exemple, supposons que les 2 systèmes ont le même volume, V et V. Si je les mets ensemble, j'aurai 2V. Par contre, si les 2 systèmes avaient des températures T et T, je les mets ensemble, j'aurai seulement la température T et je n'aurai pas de T. Voilà la différence entre les variables intensives et les variables extensives, qui vient de l'extension. Et intensive, ça vient de l'intensité. Alors ici, on va illustrer un exemple typique pour calculer la variance. C'est le point triple de l'eau. Le point triple de l'eau, d'après la figure de changement de phase, est situé lorsqu'on a la température 0,01 degré Celsius et la pression 0,006
atmosphère, ça veut dire lorsque l'eau se trouve à cette température-là et cette pression, on est au point triple de l'eau. Ça veut dire le point de contact entre les trois phases, gazeuse, liquide et solide. Ça veut dire, dans ce point-là, il y a coexistence entre les trois phases de l'eau. Donc ça constitue l'intersection des trois courbes d'équilibre diphasiques. La courbe d'équilibre entre liquide et gaz, et entre solide et liquide, et entre solide et gaz. Donc on a trois qui convergent au point triple de l'eau. Donc c'est l'état pour lequel les trois phases solide, liquide, vapeur coexistent à l'équilibre. Dans ce cas, la variance est égale à 0. Alors, comment on le calcule? Ici, le nombre de constituants C, c'est égal à 1 puisqu'il s'agit du même élément. C'est l'eau, H2O. Donc, il n'y a qu'un seul constituant, c'est l'eau. Donc, C égale à 1. Plus 2 moins 3 et 3, c'est le nombre de phases parce qu'on a trois phases qui coexistent ensemble. Donc finalement, la variance est égale à 0. Donc il n'y a aucune variable indépendante. Intensive indépendante. Un autre exemple, ici dans l'exemple 2, on prend le gaz parfait. Le gaz parfait est un système bien connu qui possède deux variables intensives. Donc c'est un système bivariant. Deux variables intensives suffisent pour caractériser le gaz parfait. C'est la pression et la température. Alors comment on calcule la variance? Dans ce cas-là, la variance qui est égale à 1, ça représente le nombre de constituants puisqu'il n'y a qu'un seul gaz. Imaginons qu'on prend l'oxygène. Donc il n'y a qu'un seul constituant. Plus 2 moins 1 parce que il n'y a qu'une seule phase. C'est la phase gazeuse. Donc 1 plus 2 moins 1, ça nous donne 2. Donc le gaz parfait, en général, c'est un système à deux variables intensives. C'est un système bivariant. Donc l'équation d'état du gaz parfait, PV égale nRT, grâce à ces deux variables indépendantes, on peut exprimer les deux autres restants. Donc la pression, c'est égal à nRT sur V, donc c'est une fonction, la pression est une fonction de volume et de la température. Le volume, c'est égal à nRT sur P, donc le volume est une fonction de pression et de température, et la température est égale à PV sur Nr. Donc la température est une fonction de pression et de volume. Donc la connaissance de la pression et de la température suffit pour étudier un gaz parfait. La variable V, c'est une variable
extensive. Il faut bien retenir ceci.